ravie de vous retrouver cet après-midi dans notre émission, Notre Algérie. Quel plaisir, mes amis, d'être en direct de Canal Algérie, de partager avec vous ces beaux moments d'amitié, de convivialité, d'amour entre les deux rives de la Méditerranée. Vous êtes très nombreux à nous suivre en direct. On vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end et notamment restez fidèles au programme de notre émission, Notre Algérie, cette Algérie qui avance grâce à vous. Là où vous vous trouvez, on vous salue. Et à cette occasion, on voulait aussi avoir parmi nous aujourd'hui, en direct de Canal Algérie, beaucoup de femmes. Dans cette émission, nous avons des femmes les 365 jours. On n'attend pas la Journée internationale des droits de la femme pour avoir des femmes, parce qu'elles sont aussi très, très actives. Elles sont au devant de la scène artistique et culturelle. Elles sont aussi, ce sont elles qui défendent aussi le patrimoine. Elles préservent le patrimoine avec beaucoup d'amour et de détermination. Cette fois-ci, nous avons parmi nous Fazilet Dif, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Et c'est une immense joie de la recevoir parce que c'est tout un patrimoine. Fazilet, bonjour. Bonjour Linda, merci. Merci d'être parmi nous, Fazilet Dif. Vous êtes connue aussi comme musicienne, chanteuse. Vous avez fait le conservatoire d'Alger avec Abdelrazak Fakharji, Allah yarhamou. Ensuite, vous avez rejoint le Mousselia Mousselia avec Sid Ahmed Serri, Allah yarhamou. On salue toute sa famille, qui sont aussi fidèles à notre programme de Canal Algérie. Et puis, vous avez aussi rejoint l'Inchirah avec Smaïl Henni, Allah yarhamou. On s'est beaucoup vu. Et c'est toujours un plaisir. Vous êtes actuellement dans la Fondation Abdelkrim Dali également. Vous vous occupez de la revue Maqamat. La revue Maqamat al-Andalous, oui, j'ai la responsabilité d'en être la rédactrice en chef. Bravo, merci. Vraiment bravo, merci. Parce que les revues, on en a vraiment besoin. Oui. Elles nous manquent. C'est vraiment un outil en fait de recherche. C'est un formidable vecteur parce que nous essayons de faire connaître de nombreuses choses, pas seulement de la musique. Nous essayons aussi de faire connaître un patrimoine culturel, vestimentaire et d'autres habitudes de la céramique et même la lutherie surtout. Nous en avons beaucoup parlé dans la revue. Alors, vous donnez rendez-vous à nos amis téléspectateurs à l'occasion de la journée des droits de la femme. Il y a tout un programme qui est concocté autour de cela. Il y a des expositions. C'est aussi une très belle opportunité pour nos femmes artisanes, artistes et designers de mettre en avant leur travail et de promouvoir aussi l'identité algérienne et le patrimoine. Alors aujourd'hui, justement, Fazilet, parmi nous, puisque vous avez donné une conférence, elle va être très intéressante, votre conférence. J'espère. C'est quand même une des premières. C'est assez, rendre hommage à toutes ces femmes musiciennes. C'est ciblé parce que, rappelons tout de même que c'est l'agence algérienne pour le rayonnement culturel qui organise ça. Ça sera mardi après-midi à Dar Abdeltif, à partir de 15 h. Et évidemment, avec l'événement qui est le 8 mars et tout, c'est focalisé sur la femme artiste. Mais en revanche, je ne vais pas aborder l'ensemble des femmes artistes, je vais me focaliser sur la femme musicienne, non pas la chanteuse. C'est deux choses différentes. Mais la femme musicienne, parce que c'est un parcours plus compliqué, plus difficile, semé d'embûches et qui a été très long parce que pendant longtemps, elles n'ont pas été tolérées pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. En fait, les femmes à l'époque étaient accompagnées, le chanteur. Je dis bien le chanteur. Si vous permettez, alors, à l'époque, accompagner le chanteur, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire parce que elle n'accompagnait pas les messieurs. Nous allons remonter un petit peu plus loin, si vous permettez. Nous revenons aux environs du 18e, 19e siècle. Nous retrouvons des femmes un peu musicienne, je dis un peu parce que c'est pas beaucoup, un peu musicienne dans des récits de voyageurs, des personnes qui sont venues passer quelques temps. Quel récit par exemple? Par exemple, le récit d'une dame, Madame Broughton, qui est l'épouse d'un ambassadeur britannique qui a séjourné en Algérie au 19e siècle entre 1805 et 1812, qui a laissé des écrits que sa fille a repris et dans ces écrits-là, elle racontait les différentes fois où elle a eu l'occasion de visiter le palais du Dey de l'époque et donc d'assister aussi à des cérémonies comme les mariages. Et elle décrit de manière extraordinaire un mariage auquel elle a assisté, la fille du Dey. Et à un moment donné, elle décrit ces dames qui arrivent, qui s'installent sur des sofas, qui sont musiciennes puisqu'elles ont des choses qu'elles les assimilent à des
petite guitare, mais en fait, c'est la kouitra. Parce qu'à cette époque-là, nous avions la kouitra en Algérie. Et les femmes jouaient beaucoup plus de cet instrument. Pas tout à fait encore du violon. Et elles étaient beaucoup plus percussionnistes. Oui. Donc, il y a la kouitra, il y a les percussions. Elle décrit aussi qu'à un moment donné de la cérémonie, l'une d'entre elles se lève avec des petits foulards dans les mains et fait la danse des foulards, notre fameuse la danse algéroise. Oui. Et ce sont, puisque nous sommes au 19e siècle, ce sont les ancêtres des msemaat. Après, vous avez des msemaat qui sont là vers le 19e siècle. On a des noms, on a Khira Jabouni, on en a différentes. Ce sont celles auprès de qui Ma'alma Yamna s'est abreuvée. Voilà, Ma'alma Yamna, Cheikh al-Mahdi. Pourquoi elle est différente? Pourquoi celle-ci? J'ai une admiration profonde pour cette femme, beaucoup plus, je l'avoue, beaucoup plus que pour les suivantes. J'ai une admiration profonde parce que c'est elle, Ma'alma Yamna, qui a ouvert le chemin, parce que elle n'était pas comme les autres, elle était différente. Elle a commencé par apprendre l'arabe, elle a commencé à apprendre à lire et à écrire. Elle ne s'est pas cantonnée, comme l'étaient les femmes de l'époque, à des célébrations familiales et à des célébrations traditionnelles comme était le Meddahat, le Fqirat. Oui. On les avait dans ces choses-là et elle n'était que percussionniste. Elle a appris plusieurs instruments. Elle a appris un autre répertoire que celui qui était dédié au msemaat. Oui. Donc elle a élargi le panel de ce que pouvaient chanter les femmes. Elle a un peu beaucoup dérangé les messieurs, parce qu'à l'époque, il y avait les anciens, les sfinja, les bint fahi et tout. Elle les a beaucoup dérangés. Et elle les a dérangés d'autant plus que Ma'alma Yamna avait deux orchestres. Elle en avait un fait de messieurs, et c'était la première fois qu'une dame osait faire ça. Elle avait un orchestre fait de messieurs pour les cérémonies où il n'y avait que des messieurs, et elle avait un de femmes féminines. On va voir aussi un hommage à toutes ces femmes, parce qu'elles étaient courageuses. C'était aussi des féministes, hein, c'était des femmes qui voulaient exister en tant que femmes. Nos Samar, que ce soit Mariam Fakkay aussi, qui a vraiment bravé, également, qui était à contre-courant de la société. Il y avait Tetma aussi. Tetma, et exactement. Elles ont ouvert le chemin. Et même plus tard, Fadela Dziria et sa sœur, et Wiouchet, nous voyons justement hein, ces extraits, la violoniste aussi qui est présente. Voilà. Voilà, donc nous voyons justement toutes ces femmes hein, qui étaient face à des caméras et qui aussi étaient fières, qui osaient absolument. Qui ont osé, parce qu'il faut reconnaître que la société de l'époque n'était pas du tout encline à les laisser faire. Mais ça n'empêche qu'elles ont ouvert le chemin et les choses se sont un peu ouvertes. Ça c'est un peu, disons, c'est un peu resté comme ça jusqu'à une certaine période. La période qui est un peu différente, c'est au-delà de l'indépendance, après l'indépendance. À partir de là, le conservatoire s'est ouvert aux jeunes filles. Il y avait des jeunes filles avant au conservatoire, mais on n'osait pas trop se montrer quand on était de la communauté musulmane. Ce sont les autres, des communautés juives qu'on voit davantage. Vous avez l'orchestre, la Société des concerts, dans lequel on voit Sidi Ahmed Serri, on voit Boudjima Fergan, on voit Mohamed Ben Chaouch, et on voit qui? On voit Alice Fitoussi, mais on ne voit pas les dames. Et alors qu'à cette époque, il y avait une dame au conservatoire déjà, qui était chez Mohamed Fkharji, c'est Salima Madini. Elle était pianiste, la maman de Lamia aujourd'hui. Mais non. Et il a fallu attendre un peu plus longtemps. Et les jeunes filles sont allées beaucoup plus au conservatoire. Elles ont appris non pas que la musique arabo-andalouse, parce que nous n'allons pas nous focaliser que là-dessus. Et puis dans mon propos, ce n'est pas que ça le sujet. Mais il y avait des demoiselles qui s'inscrivaient aussi en musique classique européenne. Donc c'était déjà très diversifié. Et la date qui, me semble-t-il, est une date qui a permis un changement social, quelque chose qui a montré que la société, révolution, on va dire ça comme ça, quelque chose qui a montré que la société était réellement mixte, c'est l'année 1967. Pourquoi 1967? Parce qu'il y a eu le premier festival de musique andalouse et deux formations. Je reviendrai après que les spectateurs ne se disent pas, elle va parler que de musique andalouse. Non, je reviendrai un petit peu après sur les autres. Mais il y a eu deux formations cette année-là qui ont fait un éclat monumental. Il y a eu le conservatoire qui s'est présenté, l'orchestre s'est présenté sous la direction de Abdelrazak Fkharji et il y avait des messieurs et des demoiselles. C'était une première, c'était une toute première. Elle ne se cantonnait pas au rôle de choriste, elle commençait à jouer.
Et à la même année, en parallèle, pour le même festival, il y a eu El Jazairi Al Mousselia qui est sorti, l'orchestre est arrivé sous la direction de Hamidou Djaïdir et il y avait des demoiselles et des messieurs avec instruments et elles en jouaient. Ce n'était pas de la tapisserie, elles en jouaient. À partir de cette date-là, les choses changent. Les filles sont plus nombreuses, les associations deviennent plus nombreuses et ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que pendant des années, rappelons-nous, même si nous ne sommes pas encore suffisamment âgés, Linda, mais rappelons-nous qu'à une époque, dans les années 70 et 80, que voyons-nous à la télévision à part l'orchestre Al Jazairi Al Mousselia et toutes ces jeunes filles qui chantaient, qui jouaient, qui étaient jolies, bien habillées avec des garçons, et c'était équivalent. Et ça a fait des émules, parce que c'est une image qui allait à l'étranger. Tout à fait. Elles allaient à l'étranger, elles représentaient la femme algérienne. Et ces jeunes filles, elles n'étaient pas seulement musiciennes, elles étaient sœurs, mères, épouses, universitaires, et elles arrivaient à concilier le tout. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je me dis que 1967 est assez spécial. Au fur et à mesure, le nombre d'associations a augmenté, la mixité dans les associations a beaucoup augmenté, même dans les zones les plus reculées du pays où la féminisation a du mal à se faire en milieu rural. Mais elle s'est faite, elle s'est totalement faite et donc ça a changé. Voilà, donc, ça a changé. Ben écoutez, ça a révolutionné les mentalités ont aussi évolué par rapport à ça, et la présence féminine un peu partout chez vous. Et vous avez de très nombreuses jeunes filles qui sortent de là ou qui sont venues de la musique classique et qui ensuite sont allées vers d'autres musiques. Vous avez, moi, je prends les exemples, Souad Massi qui a été élève aux Beaux-Arts, elle a été à l'association des Beaux-Arts, regardez ce qui est devenu Souad Massi. Mouna qui chante aux Orientales. Mouna a commencé, je l'ai connue. Mouna Bachtoubdi. Mouna a commencé au conservatoire. Elle avait fait violon classique. Et c'est une chanteuse chez les Orientales, mais c'est une voix magnifique. Oui, mais c'est une instrumentiste. Et elles vont vers le rap, vers le slam, vers le rock, vers tout ce qui peut être musique. Elles partent de là et elles y vont. Tant et si bien que, concernant la musique andalouse, les associations se sont mises de plus en plus à créer des orchestres exclusivement féminins. On en voit de plus en plus. Les jeunes filles rivalisent avec les garçons parce qu'à une époque, un istikhbar était donné systématiquement à un garçon. Systématiquement, c'était les messieurs qui faisaient les istikhbar, les passages difficiles, ce genre de choses. Eh bien non, ce n'est plus le cas. Quand on a des mandolinistes dans le style de Medina Yahyaoui qui est à Ahbab Sadiq al-Bjaoui, ou alors qu'on a des awada, des luthistes comme Saliha ou Moussa, on ne peut que se réjouir. Absolument. On peut que se réjouir. Et donc l'orchestre national féminin de musique arabo-andalouse a été officialisé en 2015. Nous l'avons officiellement au même titre que l'Orchestre national de musique andalouse dans lequel il y a aussi des messieurs. Bien. Nous allons voir des extraits justement de ce que vous nous avez aussi proposé vous-même, une vidéo que nous allons voir là dans quelques instants. Et c'est vraiment donc un travail fabuleux, ce que vous faites, le travail donc lié aussi à la femme, à la féminisation également du monde, donc de la musique qui est restée souvent classique, traditionnelle. Voilà, nous voyons donc, ce sont des extraits. Ou ça, c'est une vieillerie. Oui. C'est une vieillerie. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Oh là là, de toutes ces personnes que l'on revoit. Voilà, Smaïl Hanni, Allah yarhamou. Ça, c'est vous, en 1980. Oui. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'était en quelle année? 1997. Voilà. C'était le festival Sanaa à Blida. Oui. Ouh là, vous me ramenez loin en arrière. Très loin en arrière. Voilà, monsieur Mazouni, Bachir Mazouni. Et derrière, on a Kamel Belkhoudja qui a été mon camarade chez Abdelghani Belkaïd au conservatoire préparatoire. Allah yarhamou. Oui. Nourdine Alian. C'est ça. C'est finalement Mouna, tout à fait. Oui, absolument. Mouna Boutchbar, voilà. Ça, c'est tous mes amis, ça. Voilà, c'est mes amis. C'est toute une superbe ambiance de l'époque. Non, je me souviens, le temps qu'on a mis pour préparer ça. Un mois non-stop de répétition tous les jours. Ouh là 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 là.
Mais c'est toute une famille finalement, ça y est, donc c'est une seconde famille. Bien sûr. Hein, c'est une Quand seconde vous famille. voyez que toutes ces jeunes femmes deviennent de formidables musiciennes. Vous avez vu un petit peu la dextérité de Imen Sahir au violon. Oui, Elles sont extraordinaires. Naïla Boubzari était magnifique aussi. Elles ont un doigté extraordinaire et elles vont vers d'autres musiques. Pas que la. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on va vers l'universel aussi, à cette ouverture, donc cette envie de faire plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que cette mixité dans les orchestres a un peu obligé les chefs d'orchestre à repenser non seulement la présentation de leurs orchestres, mais à repenser aussi l'orchestration et la distribution des voix. Oui. Tout le monde arrive avec les tessitures sont totalement différentes. Les garçons, selon l'âge qu'ils ont, c'est bien qu'ils vont muer. Les jeunes filles, et alors vous avez des voix différentes à des époques différentes. On essaye d'équilibrer tout ça. Et puis il faut reconnaître que les jeunes filles sont très sérieuses. Elles travaillent énormément leurs textes et leur musique. Donc on a une évolution magnifique. Et c'est bien pour ça que parfois, ma foi, nous déplorons un petit peu que chez les messieurs, nous n'ayons pas autant de solistes que nous en avons chez les dames. Chez les dames, nous avons Lamia Madini, nous avons Lila Borsali, nous avons Imen Saher, Hasna Henni, nous en avons plusieurs. Mais chez les messieurs... Oui. J'ose pas trop parler. Alors, justement, Fazilet, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous donnez rendez-vous à notre public de cet après-midi, donc pour le 9. Mardi. Le 9, mardi 9, à partir de 15h, c'est ça? Au niveau de Dar Abd el-Latif, on pourra vous retrouver avec beaucoup de plaisir et découvrir encore une fois l'histoire de toutes ces femmes musiciennes algériennes. Leur histoire. Algérienne. Donc, et puis, nous avons la chance, tout de même, il faut le reconnaître, ces femmes musiciennes algériennes, elles sont très nombreuses parce que nous avons la chance d'avoir un pays, vous-même, vous le savez mieux que quiconque avec votre émission. Chaque région a son patrimoine musical, poétique, vestimentaire, culinaire. Tout à fait, absolument. Nous avons des différences incroyables. Vous avez les frérettes, les meddahat, les benoutettes. Sans oublier les femmes de Taman Rasset, joueuses d'Imzad. Oui, qui est celle qui a toujours été la seule musicienne autorisée. Tout à fait. La femme du Sud, l'Imzad n'est jouée que par les femmes, jamais par les messieurs. Tout à fait. Donc, pour une fois. Et Dassine. Voilà la présence de Dassine, qui est une présence extraordinaire, les textes et la poésie et toutes ces belles choses qu'on va certainement découvrir avec vous, Fazilette, donc le mardi 9 mars à Dar Abd el-Latif. Ce sera une immense joie de vous retrouver. Merci beaucoup, et de nous faire découvrir toutes ces femmes en passant par Cheikh Ayemna Cheikh El-Mehdi à Dassine et à d'autres femmes algériennes. Donc ça c'est tout un hymne à la femme et à la musique et au beau. Au beau, toujours. Voilà. Toujours à la beauté. Merci Fazilette. Merci, on finit cet espace avec vous, avec toujours un hommage à toutes ces femmes, à toutes ces Myriam Fekkai, Fadela Ziria, toutes ces dames magnifiques et belles et rebelles. Rebelles surtout. Oui. Merci beaucoup. Merci.
في ليالي القوم لا شك لك داولك في ليالي القلب التالي On ne peut pas se lasser en écoutant ces femmes, ces chansons du patrimoine et la beauté qu'elles avaient, qu'elles véhiculaient, hein, un hymne à toutes ces belles dames de l'Algérie qui sont aussi nos modèles hein, aujourd'hui. Il ne faut pas croire, ce sont des femmes qui pour nous toutes, sont de véritables modèles de femmes, de liberté, d'émancipation et aussi d'art et de culture. Encore une fois, marhaba bikoum el habab, ravi de vous retrouver. Et on reste autour de toutes ces femmes, un hymne à la femme. Beaucoup d'activités se font autour de la journée donc, de protestation et de lutte et pour les droits de la femme, qui coïncide avec tous les 8 mars de chaque année, bien que chez nous, je le dis encore une fois, les journées de la femme, c'est tous les jours, c'est les 365 jours. Et nous avons avec nous Nariman, qui est parmi nous, Rolam, qui nous fait le plaisir d'être là, bonsoir. Artiste, peintre, plasticienne, et c'est un plaisir de la recevoir. Bonsoir, merci pour l'invitation Linda. C'est vraiment un plaisir. Moi aussi. Alors, Nariman Rolam est artiste, peintre, plasticienne, un travail extraordinaire autour de la réflexion, ce sont des installations. Souvent, votre travail est lié à une certaine installation, à des thèmes, à des sujets qui nous interpellent de la vie d'une femme, ou de l'humain en général. Des questionnements en fait. Oui. C'est tout le temps des questionnements par rapport à nos envies, à nos angoisses, à ce qui nous préoccupe et surtout en ce moment avec ce qu'on vit avec
avec tout ce climat anxiogène. Oui. Donc cela fait déjà une année qu'on est en train de le subir. Et moi, cette exposition, je devais la faire il y a déjà une année. Et bon, et comme il y a eu le confinement, ça s'est fait ce 8 mars. Et demain, ça va se faire donc demain. Demain, Inch'Allah, oui, ça va être à Dar Abd el-Latif. Oui. Et Dar Abd el-Latif, pour moi, c'est un petit palais. Chaque fois que j'y allais pour voir les expositions de mes amis artistes, je me demandais, je me disais, est-ce que mes œuvres pourraient aller avec tout cet environnement, avec la singularité de ce lieu, son architecture. Et j'en doutais chaque fois. Et quand Merimat El Haram m'a suggéré d'exposer, ça a été franchement un grand stress pour moi. Je me suis dit, c'est pas possible de rentrer dans ce palais comme ça, en accrochant mes œuvres et repartir. Il fallait faire un avec cet espace, il fallait lui parler et tisser des lieux avec ce lieu-là, parce qu'il est très singulier, de par son histoire, son étrangeté. Donc voilà. Alors, les thèmes que vous avez choisis tout au long de votre carrière, hein, c'est des thèmes très forts liés à la femme, liés au départ, à la douleur, aux espaces. Vous êtes beaucoup revenu sur des installations liées à la valise. C'est le départ, c'est l'arrivée, c'est la mariée, c'est beaucoup de choses. La chaise aussi. Il y a des thèmes, des sujets où vous revenez, vous développez carrément des sujets autour d'un objet. Exactement. De toute façon, tout ce qui peut me toucher, je le mets. Il y a toutes mes émotions dedans, que ce soit. Et quand je prends un objet, c'est pas seulement un objet, mais c'est pour lui donner toute une histoire. Et à cet objet-là, je donne toute une attitude. C'est comme l'humain. Je me dis chaque fois que l'attitude n'est pas qu'humaine. Un objet peut prendre des positions, peut prendre des attitudes qui lui donnent presque envie de parler. Donc que ce soit mes chaises ou mes valises ou mes chaussures. Et en ce moment, les chaises, je ne les ai pas trop montrées. C'est l'occasion de les voir demain. Oui. On va passer justement vos images. Hein, donc on va les voir là tout de suite. Que ce soit les portraits que je fais, c'est toujours par rapport à... Voilà, donc nous voyons. Ça, c'est un détail qui est abstrait dans un grand tableau figuratif. J'avais envie de montrer ce détail-là parce que justement c'est un peu le sujet de mon exposition. J'avais envie d'explorer la limite entre l'abstraction et le figuratif. C'est-à-dire que moi je suis foncièrement dans la figuration et le monde abstrait pour moi c'est un monde avec un langage très particulier qui a ses codes, qui a tout un... il est pas aussi facile qu'on en a l'air, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui y vont dans cette abstraction. Qui sont dans le décorativisme carrément. Moi, j'avais envie d'explorer et un peu m'amuser avec mon spectateur et sursolliciter et lui demander une sursollicitation optique. Donc, pour les tableaux, je me suis amusée un peu, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais vous aurez la surprise demain, de façon à ce qu'il y a un chamboulement de sens et de façon à ce que mon spectateur, je l'ai dit la dernière fois, devienne un regardeur. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de travelling comme une caméra qui regarde bien et qu'il fasse abstraction du sujet et qu'il regarde ah bon, ça c'est un détail aussi de ma fresque, parce que j'ai fait un grand tableau qui fait 1,90 m, bon grand sur 120, et que j'ai accroché d'une façon assez particulière. Aussi, hein. Ça, c'est juste... Et là, il a une petite histoire, ce tableau. Je l'ai peint comme je n'ai pas l'habitude de faire. D'habitude, je peins debout devant mon chevalet. Celui-là, je me suis assise dessus. Il était grand comme un tapis. Et là, c'était une période où il y avait le Covid à la maison et tout. Donc, c'était comme une prière. C'était comme... Là, je me suis mise à rêver.
Ça, c'était les rêves, c'était les fleurs. Jamais peint les fleurs, les oiseaux, les colombes et les trucs. Et là, je me retrouve en train de le faire et ça m'a beaucoup apaisée. Et c'était comme un truc onirique, c'est comme un rêve, c'est comme... et c'est une façon de faire la paix avec vous-même aussi? Ah oui. Ah, ça m'aide beaucoup. Hein. Moi, quand je suis dans ma peinture, c'est une véritable thérapie et ça me sauve quelque part. Et quand je vous ai dit la dernière fois, pendant le confinement, je me suis reconcentrée sur ma peinture, sur moi-même, et ça m'a fait un grand bien d'être dans ma peinture. Quoi. Oui. On continue encore, toujours avec vous, on voyage avec vous, hein, Nariman Ghoulam-Allah. Alors celui-là, c'est un tableau avec plein de chaises, toutes sortes de chaises. Et là aussi, par rapport au confort, il y a toujours de la métaphore dans tout ce que je fais. C'est jamais chaise pour chaise, mais c'est toujours, quand on recherche l'assise, on recherche le confort, la stabilité, voilà, tout ça. Et c'est des choses qui sont anodines, mais qui font partie de notre vie, hein, sans s'en rendre compte, que ce soit la chaussure ou que ce soit la chaise. Quand on se lève, le petit-déj, c'est dans une bonne chaise, on est bien dans un bon sofa, on est bien. Donc je m'amuse un peu à faire parler les objets, à leur donner une âme. Vous êtes dans l'instant présent. Finalement. Vous êtes complètement dans l'instant présent. Oui, carrément. C'est ça, parce que vous appréciez ces moments simples de la vie. Tout à fait. Voilà, alors celui-là, si vous remarquez, magnifique. Alors celui-là, en fait, il a été fait sur un papier craft, tout en m'amusant. Ça, c'est mon petit salon, c'est mon séjour. J'ai pas de salon, c'est un séjour où je passe pratiquement toutes les journées. Alors comme vous voyez, il y a la petite palette, il y a des crayons, il y a des feutres, il y a mon café qui est de l'autre côté. C'est un grand format, 1 mètre sur 1 mètre, et j'ai travaillé dessus avec mon café. Et là, il y avait les feutres de mon père, qui ont presque 35 ans d'âge. Et bon, bien entendu, je n'ai pas tout peint, mais j'ai mis quelques points comme s'il était là, comme s'il participait à ce tableau. Donc là, je m'amuse aussi, et je ne l'ai pas fini, mais no finito, on va dire. Il n'est pas fini, il y a mes petits écrits à l'envers. Parce que comme ça, quand le regardeur va venir, il va un peu se tordre le cou s'il est curieux pour voir ce que j'ai écrit. Et je l'expose demain. Et on me l'a marouflé. Le génie de M. Douagui qui travaille dans... Donc il m'a bien marouflé. Et là, ça me fait un tableau magnifique. Qui est... voilà. Et là, vraiment, c'est une clé qui est au fond, là, près du rideau? C'est quoi exactement? L'impression que c'est une clé. Ça peut être n'importe quoi, c'est un stylo. C'est un stylo. D'accord. Parce que j'ai écrit, c'est un stylo, il y a un café sur la table, un vrai café. J'ai posé mon café, il y a une petite palette. Et puis, voilà, c'est tout moi, quoi. J'ai laissé avec les petites tâches. C'est mon quotidien, c'est mes états d'âme, c'est moi. Voilà. Et en plus, en ce moment, je travaille beaucoup à la maison. J'ai mon atelier, j'y vais pas. Ça fait presque plus d'une année que j'y vais plus. C'était en fait aussi lié à la séparation, à une certaine douleur. Voilà, donc je n'y vais plus. Et puis cette crise sanitaire a séparé beaucoup de personnes qu'on aime. Exactement. Et c'est pas facile de vivre sans. Gens que nous parce aimons. que quand j'ai mon inspiration, je suis du matin pour l'inspiration. Alors du coup, pour aller prendre ma voiture, aller dans mon atelier, c'est pas possible. J'aurais perdu tout en cours de route. Donc je suis revenue à ma cuisine, à mon séjour. C'est le bazar. Je l'ai appelé, c'est le bazar aussi. D'accord. Donc c'est le bazar. Et finalement, donc c'est le thème, le titre de cette expo de demain. Ah, c'est simulacre. Sur les apparences, parce qu'on n'est qu'apparence après tout. On n'est qu'apparence, et puis par rapport à ce monde qui n'est pas tout à fait à l'endroit, qui est à l'envers, qui tourne pas rond. Donc en fin de compte, j'ai fait... Il y a de la réflexion et sens propre et sens figuré dans mon exposition, parce que j'ai joué un peu avec les miroirs. Donc il y a la réflexion des miroirs, l'illusion, l'objet dans l'objet, l'immatérialité que renvoie la glace, le miroir par rapport... Et puis, bon, pour la surface aussi, parce que... On va voir justement la vidéo. Vous avez aussi proposé une vidéo? Oui, c'est une vidéo que j'ai faite depuis 2016. D'accord. C'est un peu sur
Sur le Qardoun. Sur le Qardoun. Oui, le fameux Qardoun. Oui, Qardoun et sur la transmission. C'était aussi un hymne à votre grand-mère, à cette ambiance familiale d'antan, à ce oui, lien, ben on l'a tous connu. Hein. À cet héritage. Voilà, on a tous connu, on a tous été donc, subis, on a tous subi. Donc c'était pour vous une façon aussi de... Peut-être oui, à rendre hommage à ça, mais aussi il y a autre chose aussi qui va, c'est la transmission, il y a le truc de symbole, il y a toute une symbolique dans le... Autour du Qardoun. Sur la vidéo que j'ai faite. J'ai choisi 7 filles, le 7 aussi, le chiffre qui est symbolique. Oui, et puis par rapport à cette ronde, c'est la transmission, et puis le Qardoun, c'est les spirales qui montent, c'est l'élévation, c'est... Et puis c'est le cheveu aussi d'une femme. Ah oui, c'est la beauté. C'est la beauté, donc ouais, c'est le lien. La jeune fille patiente pour que ses cheveux puissent pousser. Et c'est très très révélateur d'une féminité. Hein, voilà, la chevelure est révélatrice de beaucoup de choses chez une femme. C'est tout. Hein, que Dieu nous préserve quand il y a des maladies et que la femme perd ses cheveux. Je pense que c'est l'une des pires choses qui puisse lui arriver. Hein. Ouais. Souvent, les femmes pensent à cette chimio par rapport à la perte de leur chevelure. Il faut le dire. Donc, c'est sacré pour une femme. C'est sa force. On suit cette vidéo de notre amie Nariman Roulamullah. Magnifique travail, bravo, vraiment, autour du Qardoun. Hein, c'est l'histoire de la féminité, n'est-ce pas? Oui, enfin, je tiens juste à préciser qu'elle a été faite en 2016 et que la musique est de Mohamed Rouane. Et le chant, c'est Markenda, c'est une berbère, les oasis et tout, c'est elle qui chante cette chanson. Et bon, je l'ai mis dans le tiroir, je l'ai tiré, ça fait même pas quelques mois. C'est magnifique, c'est très très beau parce que il y a ce retour du Qardoun qui fait partie de nous, notre identité, c'est un peu ce cordon ombilical aussi. Hein. C'est un lien. C'est vraiment un cordon ombilical, il ressemble aussi. C'est un lien, c'est tourner, comme une sorte de cordon quelque part. C'est un rituel du sommeil, c'est un rituel et c'est une dualité entre maman et fille. Moi je me rappelle, moi c'était la veille des grandes occasions, hein, quand on allait chez la coiffeuse, il fallait surtout pas dormir avec les cheveux comme ça, donc il fallait faire le Qardoun, c'était... Donc il y a quelques fois, et on ressent on ressent si la maman elle est
elle est complètement apaisée ou elle est sur les nerfs, parce qu'on voit dans la façon dont elle serre le cheveu. Ça dépend. Quelquefois, c'est un plaisir, mais il est redouté aussi. Oui. Moi, j'aimais pas le qardoun parce que c'était comme ça. Voilà, ça serre et j'aimais pas. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Dans notre émission. Rendez-vous pris, hein, amis téléspectateurs. Oui, donc demain, le 8 mars, au niveau de Dar Abd el-Latif, un vernissage. J'imagine que la distanciation, le gel hydroalcoolique, le port du masque et de rigueur. Demain, puisqu'on sera aussi, on essaiera de pouvoir rentrer comme il faudra, donc avec une certaine discipline, donc le nombre de personnes est aussi limité, il faut le savoir, mais on rentrera au fur et à mesure, on découvrira ce beau travail de Neriman Roulamoullah, qui est toujours une réflexion sur l'existence même de l'être humain, de l'humain en fait. Et de la femme en particulier cette fois-ci. Oui, surtout. Vraiment un travail lié à la femme. Merci beaucoup, on vous laisse partir, mais avant cela, on va apprécier donc un reportage de Nessiba Jaïdir, qui est en fait une très belle exposition qui se déroule actuellement à la Galerie Racine. Vous avez été la voir, cette exposition? Non, pas encore. Elle est vraiment très très belle. C'est au niveau de l'avenue Pasteur, la Galerie Racine. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après. La galerie Mohamed Rassim ouvre à nouveau ses portes. Pour la circonstance, l'établissement Art et Culture nous propose une exposition collective de peinture. Une exposition signée par 5 artistes aux différents parcours. Chacun d'entre eux présente un certain nombre de tableaux. La peinture, c'est leur mode d'expression et d'évasion. Dans l'harmonie des formes et des couleurs, à chacun son style et sa technique. J'ai l'impression de renaître avec mes amis les peintres qui exposent avec moi. C'est magnifique et je suis très heureux, c'est une fête pour moi parce que vous savez, l'art et l'artiste vivent en parallèle avec la société. C'est-à-dire c'est le reflet de la société. La femme, c'est avant tout notre mère, notre épouse, nos sœurs, nos filles. Donc la femme, et puis l'Algérie, c'est une femme aussi, c'est notre mère nourricière. Donc la femme, ça a toujours été la pierre angulaire de la société. C'est pour cela qu'elle est omniprésente dans mes toiles. Dans ce champ thématique, les artistes libèrent leur force créative. Au gré des inspirations des uns et des autres, ils se laissent guider par leur ferveur artistique. Dans cette dynamique artistique, à chacun sa vision et sa réflexion. Attentifs à tout ce qui les entoure, ils traduisent leurs émotions d'artistes. Leur passion commune, c'est la peinture, et ils y consacrent une partie de leur temps. Une passion qui vit et habite en eux depuis bien des années. J'ai toujours été apportée sur un travail, c'est-à-dire riche et varié, pour essayer que le visiteur ne voit pas toujours le même travail. Je n'aime pas trop la monotonie. Il faut essayer toujours d'apporter du nouveau, et c'est ça mon objectif, dans la manière de travailler, dans les couleurs, dans les formats aussi. Donc pour moi, c'est un voyage que j'offre à mes visiteurs. Pourquoi pas leur donner le sourire à la sortie, parce que mon objectif, mon bonheur, c'est de voir le visiteur sortir de mon exposition tout heureux, c'est-à-dire apporter quelque chose pour quelqu'un. C'est un retour pour moi positif toujours. Abstraites, semi-figuratives ou surréalistes, ces peintures révèlent et interpellent. Des peintures au travers desquelles chacun d'entre eux a ses coups de cœur. Des thèmes et des supports de travail de prédilection, avec en toile de fond bien des émotions.
Ces artistes laissent parler leur imaginaire et leur moi intérieur. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres d'art qui interrogent et suggèrent à la fois. À chacun sa manière de voir et d'interpréter ses ressentis. C'est une peinture algérienne, maghrébine, nord-africaine, méditerranéenne, etc. J'essaie de reproduire mon environnement, mes souvenirs, mon enfance, ce que j'ai vécu, etc. Il y a toujours le patrimoine qui revient, c'est logique, nous sommes algériens, nous sommes héritiers de tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, ce qu'on a vu, de tout ce qui est tradition, toutes ces cultures dans différents supports qu'on a touché, qu'on a vu, etc. Donc j'essaie de reproduire moi, en tant qu'artiste, plasticien, à ma façon, tout ce patrimoine si riche et si varié. Après une longue période de confinement, des retrouvailles entre artistes. Des retrouvailles et des échanges d'idées pour mieux avancer. Avancer dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie en direct de Canal Algérie, c'est une très très belle œuvre, hein. Un hymne à la Casbah et à Alger avec Zineida Zoueouech qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Bonjour Zineida. Bonjour Linda, je suis ravie d'être là. C'est un plaisir. Alors Zineida Zoueouech est passionnée par la céramique, le travail aussi donc de minutie que vous faites qui est magnifique et on trouve à chaque fois, il y a toujours du nouveau chez vous, hein, Zineida Zoueouech, dans le travail. Aujourd'hui on sent une sorte une touche liée à la miniature également. Oui. Vraiment, donc c'est vraiment un travail fabuleux. D'abord, comment allez-vous? Merci d'être là. Merci, je vous remercie Linda de m'avoir invitée. Et je sais que c'est le 8 mars et que oui. La femme est à l'honneur. Donc, on le dit, c'est les 365 jours pour oui, la femme. Hein. Normalement, oui. Voilà, donc on est, je le dis à chaque fois, mais c'est aussi une journée bilan, revoir un peu la situation et mettre en avant aussi les talents au féminin. Tout à fait, non mais surtout, il faut bien préciser que ce n'est pas la journée de la femme, c'est les journées des droits des femmes. Tout à fait. Parce qu'elles ont quand même été souvent et maintes fois bafouées. Oui. Donc on a besoin de temps en temps de rappeler que nous avons quand même certains droits et certaines choses à rafraîchir dans la mémoire des hommes. Hein. Voilà. Donc nous sommes là et là je suis ravie donc de participer dans le cadre culturel. Oui. Et vous êtes au Palais de la Culture actuellement, tout à fait. depuis hier. Tout à fait. Depuis hier samedi 6, où il y a eu l'inauguration de cette belle exposition vente. Hein, au Palais de la Culture, au profit de toutes ces femmes artisanes, ces femmes qui activent au quotidien dans leur passion. Il y a de la céramique, vous êtes parmi nous, Zineida Zoueouech, pour montrer votre travail, présenter votre travail au monde entier. Vous avez participé à pas mal de festivals, vous avez beaucoup voyagé, vous avez représenté l'Algérie à travers vos œuvres artistiques. Hein, et il y a beaucoup de raffinement. C'est de la céramique, c'est de la porcelaine, c'est de la céramique. D'accord, très bien. La porcelaine, en fait, c'est juste une question de température, de nature d'argile. Oui, c'est ça qui fait la différence. Mais en Algérie, on utilise la céramique. La céramique, c'est... Voilà. Donc notre céramique, l'Algérie est quand même bien connue pour cela. Nous l'avons vraiment améliorée et avec le temps... Nous voyons ce superbe travail. C'est vrai. Voilà. Ah oui, ça c'est la Casbah. Ça reste quand même un des thèmes phares dans la peinture sur céramique. Hein. Oui. La Casbah, parce qu'en réalité, bon, elle se ressemble un peu, celle de Constantine, Tlemcen, etc. Donc tout ça fait que ça donne vraiment le cachet algérien et même à l'étranger. Oui. C'est maintes fois ce genre de tableau qui se vendent le mieux parce qu'en fait c'est vraiment typique à nous, typique à et puis il y a une architecture, voilà, tout à fait, très culture, architecture. Et alors sachez que quand il n'y a pas le personnage, eh ben ça a moins de charme. Oui, parfois il y a des artistes qui refusent de faire des représentations physiques. Oui. Et donc
mais Ça a sachez moins de charme. que Alors, nous voyons le hayek est indispensable. On pour reste donner. à la Casbah d'Alger avec notamment la marine et notamment c'est Alger, le port d'Alger Tout à revisité. fait, avec le Riyad monument, el-Fath, le monument, avec Riyad voilà. el-Fath, avec la grande poste. Absolument. Donc, bon, c'est schématisé. oui, mais c'est ça très beau. Voilà, mais c'est de la créativité. C'est Tout à ce qu'on fait. essaye de, Très, c'est ce très qu'on joli. essaye à chaque fois d'apporter, parce que le savoir-faire existe, mais c'est souvent la créativité qui manque. Mais actuellement, j'avoue qu'avec les nouvelles, il y a beaucoup, il y a de nouvelles nouveaux artisans technologies qui aussi. viennent. Hein. Technologie. Est-ce qu'elle intervient dans la créativité, Voilà, c'est-à-dire la qu'elle créativité. suscite? Il y a moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était lors des voyages, justement. Oui. Quand j'exposais et que je représentais l'Algérie, Oui. ça me permettait de voir ce que les autres faisaient. Oui. Donc, ça inspire. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que les nouveaux artisans, grâce aux nouvelles technologies, notamment l'Internet, Oui. eh bien, s'inspirent beaucoup aussi. Tout à fait. On Bien, voit c'est ce ce que que je font voulais les dire. autres. Voilà. Maintenant, on se côtoie, même si sans se voir, il y a ce côté communication et possibilité, ce portail qui est l'Internet, qui est extraordinaire pour donner et animer. Alors ça, c'est magnifique. Arbre. Ah oui, ça c'est le pan, ça c'est le jardin d'essai. Oui. Ça c'est des souvenirs d'enfance. Oui. Et ce pan-là, c'est pour moi mon enfance quand on m'emmenait me promener au jardin d'essai. Et c'était cette présence, cette roue que le mâle. Oui. Bon, la roue, je la représente pas, mais là c'est quand même le couple. Oui, On voit, oui. c'est très c'est très sensuel, Oui, si vous voulez. oui, tout Voilà. à fait, Il y a le tout à côté fait. un peu sensuel de la chose. Et ça, c'est une de mes collections. Et il y en a beaucoup. Vous allez voir encore les autres On œuvres reste que j'ai encore ramenées. dans le travail de Zinaïda Zouéouech et cette fois-ci toujours autour de l'architecture qui vous passionne et qui vous interpelle. Hein, donc surtout l'Algérie et notamment Alger, que ce soit le Junayn Ta'dzaïr, que ce soit tous ces jardins que nous avons, Diar la Fars, etc. Il y a une présence, il y a un cachet, un mode de vie aussi. Tout à fait. De toutes les manières, j'ai essayé de toucher toute l'Algérie. Oui. Et une de mes dernières œuvres, c'était le Tassili. Je vous le montrerai tout à l'heure. On voit celle-ci. Celle-là, Alors celle-ci, c'est les villes du Sud. Ça, en fait, pour moi, c'est une représentation d'El Oued, la ville au mille coupoles, voilà. Mais bon, en version très colorée, très orientalisée. Mais c'est pour moi El Oued. C'est donc une représentation de la porte du désert. Oui. Et c'est très très beau parce que vous leur donnez un style un peu des mille et une nuits. Voilà. J'ai eu la première année où j'ai commencé mon artisanat, enfin j'ai commencé dans ce secteur, j'avais eu le premier prix de la créativité et j'avais fait la ville de Bagdad. Parce que les Irakiens, c'était le salon arabe de l'artisanat et les Irakiens étaient... ne pouvaient pas venir et pour cause, c'était la guerre. Et j'avais rendu hommage à l'Irak. Et c'était magnifique. Voilà, avec la ville de Bagdad en tagine, en boîte, etc. Et ça avait fait un succès extraordinaire et j'en garde un souvenir mémorable. Vous êtes toujours enthousiaste, hein, Zinaïda. Vous connaissez Linda. Et c'est magnifique de vous voir toujours vraiment passionné par ce que vous faites, le monde, parce que vous êtes dans le monde du beau aussi. Hein. Et ça, c'est la toute nouvelle création. Oui, hein. Ça, c'est les symboles de la Casbah. On y est dessus, oui, non pas encore. Dans quelques instants. D'accord. Oui. Donc là, c'est les symboles de la Casbah. Vous voyez, il y a les On portes, y est dedans. Voilà, les fenêtres. portes, il y a les fenêtres, il y a le zellij. Voilà, il y a le zellij. Il y a les différentes sortes de sculptures. Il y a le stuc, il y a les colonnes en marbre. Voilà, c'est un tout que j'ai modernisé, mais tout en gardant toujours les aspects architecturaux de nos Casbahs. Et c'est vraiment une collection qui me tient particulièrement à cœur
parce que pour moi, ça reste l'Algérie, Oui, c'est Alger oui, absolument. ou n'importe Oui, quel oui, autre oui. Casbah. Et Et c'est un savoir-faire. voilà. Et puis je me dis, on peut toujours moderniser tout en gardant l'ancien. Et c'est ça qui compte. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on reste aussi avec... Voilà. c'est votre nouvelle création, donc on peut retrouver ça au Palais de la Culture? Eh bien, ça vient de sortir du four. D'accord. Et donc, ça va aller ce soir au Palais de la Culture Très bien. pour les 2 autres jours. Alors, il faut savoir que c'est jusqu'à quelle heure au Palais de la Culture? Jusqu'à 18h. C'est de 10h à 18h. Et Alors, nous voyons encore c'est toujours dans la continuité, n'est-ce pas? Oui, c'est la continuité. C'est une autre assiette que j'ai faite, mais toujours avec les symboles de la Casbah. Et bon, je mêle toujours la khamsa parce que la khamsa est quand même. Il n'y a pas une femme qui n'a pas une khamsa, que ce soit en collier ou en boucle d'oreille ou quelque part dans la maison. C'est un symbole chez nous de protection. C'est un symbole. D'autres m'ont dit, en même temps, c'est le 5 des 5 piliers de l'islam aussi. Hein. Oui, oui. Donc il y a le côté un peu ésotérique, un peu le côté symbolique. Mais ça reste une khamsa, un objet de décoration pour moi. Que nous aimons beaucoup. Tout à fait. Et qui fait partie de notre identité. Et là, vraiment, c'est vraiment très, très important. Donc, nous voyons dans le détail toutes ces belles choses, ce beau travail que Mme Zineda Zouéouech, qui est actuellement au Palais de la Culture, pour ceux qui souhaiteraient aller à sa rencontre. Je suis certaine que vous allez être nombreuses à aller la rencontrer, découvrir son travail. Déjà cet après-midi, juste après l'émission, à 16h30, alors. vous allez la retrouver, donc il n'y a pas de souci. Et ce magnifique vase, très très beau vase. Voilà. Donc toujours travailler un hymne à la Casbah. Voilà. Et là, on va passer aussi à l'autre vase que vous nous avez aussi ramené avec d'autres couleurs. Et c'est assez différent, par contre. Là, c'est une inspiration un peu irano. En fait, c'est la source de la céramique. La céramique est née persique dans le style. Persique, tout à fait. Persique, Mésopotamie, assyrien. Parce qu'en fait, la céramique est née dans cette région du monde. C'est une région qui ne possédait pas de roches. Donc, ce qui fait que les habitations étaient faites à partir d'argile, parfois de l'argile qui n'était même pas cuite. C'est pour ça que nous n'avons plus gardé l'Irak n'a gardé quasiment pas de monuments de l'époque, parce qu'il n'avait pas de roches solides. Entre le Tigre et l'Euphrate, il n'y a rien. Il n'y avait que de l'argile. Et donc, c'est les Mésopotamiens qui ont développé la céramique, avec les Assyriens et les Arabes, donc jusqu'au XIIe siècle, ce sont eux qui ont peaufiné, qui ont réellement donné le process de fabrication final. En fait, on utilise la même technique depuis le XIIe siècle. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, nous allons voir la céramique, ces vides-poches. Tout à fait, ça c'est des vides-poches et ça c'est la collection, les dessins rupestres de la Casbah, du Tassili. Oui. C'est les dessins rupestres du Tassili. Alors là, on voit justement, ça reste encore toujours dans le thème des villes d'El Oued, des villes du sud. 1000 coupoles. Et là, c'est... Et là, voilà, je dépose, c'est... Le Tassili. Voilà, ça c'est le Tassili, ce sont les dessins rupestres faits à travers les bijoux touareg. Très bien. Donc voilà, regardez le corps, ça ressemble à une fibule. Oui. Voyez, tout en étant moderne, mais ça reste Et puis nous avons aussi le dernier. En fait, c'est vraiment la création que j'ai faite il y a le mois dernier. Oui, vous pouvez le montrer. Oui, voilà. La caméra. Et c'est la calligraphie. Oui. La calligraphie arabe qui est Il y a un grand retour à la calligraphie. Il y a un travail extraordinaire qui est en train de se faire par nos calligraphes algériens aussi. Très bien, oui, parce qu'il y a des concours de calligraphie, absolument, etc. Et donc là, j'avais envie d'essayer dans un style très épuré, parce que j'ai un style qui est quand même assez chargé. Et là, je voulais essayer version assez épurée. Et je trouve que ça a également un charme. On n'est pas obligé toujours d'avoir beaucoup. Il suffit parfois de laisser un peu de blanc et juste cette petite touche qui fait la différence. C'est ça. En tous les cas, Zineda, merci.
C'était un plaisir de vous avoir reçu parmi nous dans notre émission, notre Algérie. On espère vous retrouver encore avec d'autres productions artistiques et plein de belles choses. On essaye. Comme à chaque fois. Vraiment, c'était un plaisir. Donc, on vous retrouve au Palais de la Culture jusqu'au 9, c'est ça? Jusqu'au 9, jusqu'à mardi après-midi. Oui. Voilà, et ensuite, bien écoutez, ensuite, on espère avoir d'autres opportunités parce que ça fait quand même maintenant. Ça fait presque 3 ans qu'il n'y a pas eu le salon de l'artisanat. Oui. Et pourtant, c'est un événement qui nous Tout aide à fait. énormément. Tout à fait. Parce qu'il y a là, c'est les 48 wilayas. Bon, maintenant, on en a combien? 58. Voilà. Maintenant, ça sera 58 wilayas. Et là, c'est vraiment, ça donne une vision globale de tout ce que fait l'Algérie. C'est vraiment un salon que je souhaite retrouver rapidement. Autrement, eh bien, écoutez, il y a toujours des possibilités, j'espère, pour nous permettre d'exposer encore. Très bien. Merci Zinaïda. On vous dit donc au revoir. Plein de bonnes choses à vous, de la réussite. Merci, et restez comme vous êtes, toujours aussi enthousiaste et passionné par ce que vous faites et vous racontez si bien vos objets qu'on a vraiment envie d'apprécier, d'observer. Vous nous faites voyager à travers cette belle passion. On vous dit au revoir et on va apprécier une très belle chanson de Ahmed Wahbi. Vous avez été très nombreux à nous le demander et on se retrouve avec d'autres invités. انت عند حمامتك زاهي تنقمر ما دركك ما زار قلبك يا ورشان عزك ربي ركف الحيطان عاشر ما تحمل هانا ولا عيشة الغبان يا قمري يا قمري ديما قلبك هنيلي ما تغير ليس خبط خاطرك منه شيطان تلعب في الاسطاح وانت ينبختر من ذا الحيط لدا ترفق بالجنحان يا قمري يا قمري تلعب يا قمري على الاسطاح الصور العالي ترقب فيه ترفق بجناحك وتلتاح وتكشف كل حجاب وتكشف كل حجاب لماله يا قمري انظر في الجمال كل صباح وتصبح في الزين وتمسيه بك وشبك الليس فيك صلاح لو نكتب لك عنوان لو نكتب لك عنوان ما تديه يا قمري انت عند حمامتك زاهي تنقمر ما دركك ما زار قلبك يا ورشان عزك ربي راك في الحيطان عاشر ما تحمل هانا ولا عيشة الغبان يا قمري يا قمري
للشرق شق جبال خشان في ناس من فراقهم حالي مدمر وبدلوني بالمحنى وشيان اكواود الليلي خلاف بلا محاور ضبط طياب الجير في قلب الفران لو نهضر لك يا النيلي واش صاير تبكي من همي وتهز مكلمحان وانا يا قلبي على الاولاد طاير بعدوني للشرق شق جبال خشان كي نسهد من فراقهم حالي مغمر وتبدلوني بالمحنى وشيان كواود الليلي خلاف بلا محاور ضبط طياب الجير في قلب الفران لو نهضر لك يا النيلي واش صاير تبكي من همي تهزمك المحان لبدا مقرنس على الاسوار وين تشوف الحي ليه قشوش يخرجوا البنات بالتشهر في الاسطاح تقول غير جيوش من البعد يبانوا لا نور متخالفين انواع في اللوش وانت يا بينتهم نجمات نقلك طالع ليس ما نكروش تسمع ذي حديثهم في صار أهل العشق يا مندرا. Voilà de retour dans notre émission, notre Algérie en direct de Canal Algérie. Marhaba bikoum ya l'hbab. Encore une fois, un plaisir d'être parmi vous en cet après-midi et toujours avec de belles informations, de belles choses à vous proposer à partir de cette Algérie que vous aimez et la destination Algérie de rigueur avec le travail artisanal de nos femmes. Vous le savez, à chaque fois, nous proposons des personnes qui font de très très jolies choses. Il y a une belle sélection qui se fait. Vous avez, après le Palais de la Culture, Zeralda, notamment l'hôtel Mazafran, où se trouve également un nombre important d'artisanes. C'est une initiative donc de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, la CNAM, qui organise cet événement. Avec nous, Madame Hadjiet Fazia, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous et également une dame, on est très heureux de la recevoir. La tenue que je porte, la jolie cape que je porte aujourd'hui est signée d'elle. Il s'agit de Madame Malika Laouni qui nous vient de Tougourt, de la wilaya de Ouergla. Elle-même est juriste de formation. On est très fiers de la recevoir parmi nous aujourd'hui. Elle est venue exceptionnellement pour cet événement. Donc c'est le tissage de la région de Tougourt, oui, n'est-ce pas? C'est un plaisir. Bonsoir Linda, bonsoir tout le monde. Très fière d'être parmi vous. Eh ben, notre spécialité, c'est la broderie à la main, yani la broderie traditionnelle, oui. Sur le tissage. Oui. Qu'on fait nous-mêmes. D'ailleurs, la khashabia manteau que vous avez, oui. C'est un manteau magnifique et on a l'impression que c'est de la flanelle. C'est la flanelle, la bonne flanelle, oui. Parce qu'on doit choisir toujours la belle matière. Oui. Parce qu'elle nous facilite le travail. Tant que la base du tissu est bonne et meilleure, oui. Le travail se fait facilement et ça donne une bonne, comment dire, un bon résultat. Ouais. Et ça, c'est magnifique, c'est très, très, très joli. Je disais la cape que je porte de vous, elle est superbe. Elle vous va très bien, de toute façon. Merci beaucoup, elle est très, très bien travaillée. Ornée avec les bijoux de notre amie, donc Bijoux pour vous. N'est-ce pas, la page de notre amie Aïcha, que l'on salue aujourd'hui, et qui fait des travail fabuleux en matière de bijoux. On l'a découverte il y a très 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 longtemps à ses débuts et on découvre vraiment l'évolution du travail de Bijoux pour vous, Aïcha, et de votre travail aussi aujourd'hui. Donc un travail artisanal moderne, parce qu'en fait c'est une cape que je porte. Oui, oui. C'est une cape moderne, la cape est très tendance actuellement. Des choses, comment dire, profondément traditionnelle. On faisait la robe, la gandoura que toutes les femmes portaient. Oui. On faisait le burnous aussi et les kashabia. Oui. Mais maintenant, on essaye de toucher à tous les, comment dire, à
à toute catégorie de femmes, jeunes. Et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles portent ce genre de travail, notamment les tenues de tougourt, c'est très 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 prisé, ne serait-ce qu'en tout cas dans le Nord, beaucoup de jeunes filles portent On est allé vers le prêt-à-porter. C'est ça. Pour être à la portée de tout le monde. Exactement. Et une Algérienne, c'est notre travail. Et nous avons aussi cette très belle... C'est un manteau, oui. C'est un manteau avec magnifique. Avec une découpe moderne. Oui. Et c'est fait à base de quoi? C'est à base de tissage. C'est le tissage blanc. Et c'est quoi comme... C'est de la laine, hein? C'est la laine, oui. C'est la laine de brebis. Très, très, très doux. C'est la laine de brebis qu'on tisse. Et déjà, maintenant, on revient vers les métiers artisanaux. Absolument, ça tient chaud et ça reste léger. Oui, c'est léger, c'est imperméable et c'est très chaud. Ouais. Merci Fatiha pour ce détail très important. Voilà, donc on essaye de faire très léger, très doux. On essaye de toucher aux tendances de mode chaque année. Oui. Avec les couleurs, avec les coupes, pour être toujours, à jour avec le changement de mode, changement de tenue, changement de couleur, changement de coupe. C'est très 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 prisé par nos jeunes filles et moins jeunes, hein. Donc c'est vraiment très très beau. On va passer à ce que vous nous avez aussi proposé, hein, ce que nous avons sur les poufs. Hein. Donc ça c'est une veste, on appelle ça une petite veste. On a même fait la coupe Chanel, qui est connue mondialement et à l'algérienne, bien sûr, avec notre touche algérienne, ornée avec de la broderie typiquement tougourti. Et chaque broderie, c'est un motif de notre région. Comme celui-là, c'est Taïbet. Pourquoi on l'appelait Taïbet? Parce qu'il y a une région proche de Tougourt, où les femmes, à l'honneur de femmes de cette région-là, qui nous tissent le tissu, il y en a la matière première, et nous, on essaye de faire des modèles, plein de modèles. Et c'est de la laine? C'est la laine tissée, oui. Tissée, et ces formes-là, c'est des coupoles. C'est les coupoles. C'est l'architecture de la région. De la région, bien sûr, oui. Chaque forme, c'est un symbole. Oui, c'est un symbole, c'est un mode de vie de notre région. Voilà. En fait, ce sont des tissages qui nous parlent, qui nous racontent une vie. Oui. Chaque modèle, chaque motif, c'est une histoire de notre région. Et les gens, ils se sont inspirés de notre entourage pour mettre les choses, pour les mettre en tableau. Pour les gens, je ne sais pas moi, se demandent c'est quoi ça. Oui, il y a une explication. En fait, c'est des messages codés aussi. C'est des messages codés. C'est très, très codé. C'est aussi le monde de la femme, ses histoires à elle, sa vie, et ses souffrances et ses joies également, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va passer aussi à d'autres. Là, nous les avons sur place. Hein, on va pas se déplacer. Ils sont bien installés. C'est un genre de cape-châle, celle qui est au fond, dans le jaune. Le jaune, oui, c'est une cape-châle avec des poches en avant. Oui. Elle est arrondie par l'arrière. C'est une coupe moderne. Elle est très pratique à porter, avec plusieurs couleurs de la région, qu'on appelle les 13 couleurs de Tougourt. Il y a les couleurs de notre région, il y a les couleurs du palmier, des dattes, le sable, la nature, les lacs qu'on a un peu partout à Tougourt, dans les palmereux. On s'est inspiré, même les couleurs, c'est une inspiration de notre entourage. C'est des tableaux de notre vie quotidienne. De la nature. De la nature, de la région de Tougourt. Le bleu aussi est magnifique, cette veste bleue. On a choisi cette fois une autre matière. C'est une nouveauté pour nous, parce que nous, on fait toujours de la création. On a choisi un autre modèle de tissu, c'est le jean. Super, oui, c'est génial. On a brodé dessus, des modèles très fins, à la portée aussi, surtout les jeunes qui aiment porter le jean, c'est pratique aussi. Tout à fait. C'est une veste courte, classique, et c'est léger. Oui. Oui, c'est pratique aussi. C'est très très pratique. Est-ce qu'aujourd'hui on forme ces jeunes? Nous avons ce châle rose qui est revisité aussi. Oui, c'est revisité. C'est revisité. C'est du tissage. C'est quoi comme tissu? Non, c'est la flanelle. C'est de la flanelle, oui, toujours. C'est la flanelle. Très bien. Oui. Et donc vous êtes actuellement à Zeralda, à l'hôtel Mazafran, avec la CNAM. Vous êtes à peu près plus d'une vingtaine? Oui.
Un peu plus de vingtaine. On est à peu près 25 exposantes. D'accord. Venues d'Alger ou d'autres régions d'Algérie? Il y en a qui sont de Constantine, Madame est venue de Tougourt, il y en a aussi qui sont d'Alger, donc il y en a de Médéa aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça nous permet de rencontrer des artisans, de les connaître aussi, donc c'est assez riche en fait. Vous aussi, vous êtes dans la bougie, le monde de la bougie. Mais en cet après-midi, encore une fois, on félicite tous ceux qui nous suivent aujourd'hui dans cette émission. On vous invite aussi à aller à la rencontre de nos exposantes. Et puis, on remercie tous les dimanches après-midi. Nous avons bien sûr Hadjira Khiyar qui nous offre ces gâteaux traditionnels bien de chez nous, n'est-ce pas? Ces gâteaux pour Qahwat al-Asr, comme nous l'aimons chez nous. Et merci encore une fois de nous recevoir chez vous, en toute amitié et dans cette ambiance familiale, conviviale. Ces bons gâteaux que l'on vous offre à partir de l'Algérie, à partir d'Alger, la capitale. Vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde, sachez que nous sommes avec vous de tout cœur. Vous êtes confinés ailleurs, vous êtes souvent triste de ne pas être en compagnie de votre famille, que vous ne pouvez pas venir en Algérie. Nous sommes là pour vous, on partage avec vous tous ces moments, je l'espère, de joie, avec toutes ces bonnes choses et ces belles choses. Et on remercie également le comptoir du chocolat et les sœurs Safar Zitoun qui, elles aussi, excellent dans le monde du chocolat. Ce sont des femmes, que des femmes, qui font aussi de très très belles choses chez nous en Algérie. Et le chocolat de Safar Zitoun n'a rien à envier à ce qui se fait ailleurs dans le monde et on voulait absolument qu'elles soient des nôtres. Elles sont parmi nous dans l'émission Notre Algérie. Vous voulez goûter un chocolat? On va vous faire goûter, allez-y. Et vous allez nous donner des nouvelles, madame. Voilà. Merci. Et je le disais justement, en cette fête de 8 mars, voilà, elle vous propose aussi pas mal de bonnes choses à cette occasion. Mais encore une fois, c'est la journée de la femme, c'est tous les jours. Ce n'est pas que le 8 mars, on le dit encore une fois, parce que c'est un quotidien, c'est une vie qu'elle mène et c'est un combat, j'allais dire, pour sa dignité, pour sa liberté, pour son autonomie. Et là, c'est aussi très, très important. Alors, on parlait de formation. Est-ce qu'il y a des écoles aujourd'hui qui forment, madame? Oui, il y a beaucoup d'écoles même. Très bien. Il y a des écoles étatiques. Oui. Surtout des écoles étatiques, c'est des centres de formation, oui, bien sûr. Et la première école, c'était l'école des Sœurs. Oui. Qui a fait, elle a fait un grand nombre de... Comment dire, elle a formé beaucoup de brodeuses. Oui. Jusqu'à maintenant, on sent vraiment, comment dire, la base de toute broderie et de tout travail fait à Tougourt. Elles ont fait un grand effort grâce à eux. Maintenant, la broderie, elle est toujours là. Mais avec de nouvelles, bien sûr, des nouvelles artisanes, avec beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de créations. Oui. Mais, comment dire, on poursuit, on reprend leur chemin pour mieux faire. Et pour les écoles privées, je crois qu'il y a une école privée. En plus, il y a des associations qui œuvrent toujours dans la préservation du patrimoine. Très bien. Puisqu'on parle de formation et d'études, parce que c'est aussi très très important, on voulait aussi vous présenter aujourd'hui une école qui se lance aussi dans le monde des langues. Elle se trouve à Alger Centre, dans le quartier du Sacré-Cœur, et c'est Anissa Bouzid qui a été leur rendre visite. Les langues, Madame Dennoun Nahla a décidé il y a quelques années d'ouvrir sa propre école de langue étrangère. J'ai toujours adoré enseigner. J'ai commencé dans des écoles privées, comme ça. Après, j'ai eu l'idée de créer une école de langue pour des enfants, pour des adultes, pour mettre en œuvre mes idées. J'ai contacté l'ANSEJ, je voulais avoir une aide financière. Consciente de l'intérêt que portent les Algériens aux langues étrangères, Nahla Dennoun propose à ses stagiaires, enfants, adolescents et adultes, des méthodes d'enseignement et d'apprentissage modernes. Mais maintenant, je crois qu'il y a des jeux, avec des méthodes vraiment ludiques, oui. Donc, on fait tout pour... L'objectif du cours, c'est de transmettre la langue aux enfants. Donc, par n'importe quel moyen, par les jeux ou par l'essentiel qu'ils apprennent.
L'idéal aujourd'hui est de pouvoir pratiquer plusieurs langues à la fois. C'est en tout cas ce que bon nombre des parents veulent pour leurs enfants. Les parents sont vraiment intéressés par les langues, beaucoup plus. Ils veulent apprendre les langues, le français, l'anglais. Je suis là parce que je voulais apprendre l'anglais. Pour apprendre le français et l'anglais. Pour devenir un joueur et devenir un médecin. Pour voyager dans les mondes et pour jouer avec les autres équipes. Les maîtresses ils sont très gentils et la directrice aussi, c'est qu'ils apprennent bien. Ambitieuse et dynamique, Nehla Denoun multiplie et varie les activités d'apprentissage des langues étrangères face à une demande qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. Voilà, c'est superbe de voir aussi tous ces enfants passionnés par les langues et l'apprentissage des langues et de belles initiatives aussi qui se lancent avec des femmes et des hommes passionnés par le monde de l'entrepreneuriat et aussi transmettre le savoir. On salue Madame Denoun si elle nous suit cet après-midi. On lui souhaite longue vie, bon courage dans ce qu'elle entreprend. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci avec notre amie Hadjiet Fezia qui est parmi nous et qui elle aussi est passionnée par le monde de la bougie. La bougie revisitée. Elle est assez particulière, elles sont particulières vos bougies. Hein? Donc on va commencer donc par notamment ces bougies qui ressemblent à des gâteaux, à des cupcakes, à des desserts, donc que l'on peut vraiment... on a l'impression que c'est vraiment des desserts. Hein? Quelle est l'idée? Comment vous avez eu l'idée de... Alors en fait, à la base, je suis passionnée de pâtisserie. Moi, je ne suis pas une professionnelle, hein, mais je suis vraiment passionnée de pâtisserie. Et donc, de fil en aiguille, en me renseignant, j'ai découvert qu'il y avait de possibilités en fait de faire aussi des bougies qui ressemblent à des gourmandises en fait et des pâtisseries. Et je me suis dit pourquoi pas. Oui. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Et j'imagine que les odeurs, les parfums sont aussi accompagnent la bougie. Effectivement. Alors en fait, comme là, on a par exemple la bougie chocolat, donc la senteur c'est chocolat. La bougie fraise, c'est senteur fraise. On a les cupcakes aussi. Alors le rouge, c'est senteur fraise et le jaune, c'est senteur citron. En fait, le but c'est le trompe-l'œil. Et aussi de vraiment imaginer le gâteau en le sentant en fait, vraiment s'imaginer. Exactement. Et en fait, pour ma part, j'ai su que j'avais atteint mon objectif le jour où ma fille a vu le mug au chocolat et qu'elle m'a dit maman j'en veux. Donc voilà, j'ai compris que c'était un défi réussi. Et nous avons ce panier, ce joli panier vert. À l'intérieur, nous avons... Donc alors à l'intérieur, nous avons du sel de bain, une bombe de bain. Ça, c'est donc vous faites aussi dans. On reste dans le. Oui, parce qu'en fait, c'est. Pardon, excusez-moi, c'est le même. Donc il y en a un qui est ouvert, un qui est fermé pour que ça paraisse. Donc il y a la bougie accompagnée de sel de bain. De sel de bain, de bombe de bain. Et nous avons aussi un brûleur avec des fondants. Donc là, on a des fondants qui sont à la citronnelle. Et c'est quoi un fondant? Alors un fondant. Vous expliquez, hein? On veut tout savoir, bien sûr. Alors en fait, le fondant. C'est fait à base de cire d'abeille. Bon, pour certains, il y en a qui le font à base de paraffine. Donc en fait, on va lui procurer une source de chaleur. Et avec cette source de chaleur, comme son nom l'indique, il va fondre. Et il va dégager une senteur. En fait. Et cette senteur, on va l'ajouter donc selon l'huile essentielle qu'on veut ajouter. Nous voyons aussi l'autre panier. Voilà. Donc là, par exemple, pour les fondants, on a le tagine qui est senteur ambar. Donc ça, c'était l'idée pour Ramadan. Et le babouche qui est senteur meskellil. Donc on retrouve les odeurs en fait orientales. Voilà. Pour le sel de bain, c'est des agrumes. Et pour la bougie, c'est de la pêche. Donc j'essaye en fait de garder des couleurs homogènes, mais tout en apportant dans le panier différentes senteurs à la personne qui va l'offrir ou qui va se l'offrir. Voilà.
Les bougies sont très tendance, on adore ça, on a à la maison, donc aujourd'hui nous avons la chance de diversifier les styles de bougies et ça c'est magnifique parce que il y a tellement de personnes qui excellent aussi dans la création des bougies aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Bon, je ne vais pas dire de la concurrence, mais il y a beaucoup de créativité en fait dans la bougie. C'est comme le savon, hein? Oui, exactement, voilà. Comme le savon. Donc, en fait, après, on essaye de varier un petit peu, de ne pas rester dans le traditionnel. On essaye d'apporter des nouveautés, des senteurs nouvelles. On essaye de toucher un peu à tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas évident. Personnellement, je suis très... J'aime bien la nouveauté. Je ne sais pas forcément si ça plaît à tout le monde, mais j'essaye quand même et on verra bien avec le temps si ça marche ou pas. Ben écoutez, si vous y mettez du cœur et de l'amour, ça fonctionnera certainement. Inch'Allah. Certainement, hein, n'est-ce pas? C'est très très important. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire ce travail-là. Tout à fait. On ne le fait que par amour. Parce que tout travail, il y a aussi de la peine. On peine dans le travail. Donc il faut aimer pour pouvoir avancer. Et je pense que vous avez aussi quand même fait de très très belles choses depuis. Et alors, nous avons ce petit pot. Oui, voilà. Alors, dites-nous tout. C'est le pot magique. Oui. Alors, en fait, il s'agit d'une bougie de massage. Donc, en fait, elle est faite à base de beurre de karité et de vitamine E. Donc, en fait, c'est vrai que ça surprend quand on dit aux personnes bougie de massage. Ça peut les surprendre un petit peu. Alors, l'idée, c'est de venir allumer la bougie. Donc de la laisser fondre un petit peu et une fois qu'elle aura fondu, de récupérer le liquide, donc les huiles, et de se masser. Donc si on a une douleur, on peut masser la douleur. Sinon, si on a les mains, par exemple, souvent les mains sont abîmées par tout ce qu'on fait au quotidien. Donc on va venir hydrater les mains. Et avec la vitamine E qui va venir régénérer en fait les cellules. Et c'est un pur bonheur en fait. Et ça, c'est que du bonheur. Exactement. D'avoir des produits pareils qui nous apportent beaucoup au quotidien. C'est ça. En plus, c'est naturel. C'est de la cire d'abeille, donc ça craint rien. Il ne faut pas avoir peur. Donc il n'y a pas de souci, c'est 100% naturel. Et donc, ça fait très peu de temps que vous êtes lancé dans ça. Dites-nous tout. Oui, alors en fait, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai fait ma formation. Pour tout vous dire. Et c'est venu d'une discussion avec un ami qui m'a dit pourquoi pas te lancer, peut-être que ça va donner quelque chose. Et voilà, donc je me retrouve en plein dedans. Je réalise toujours pas en fait, hein. Mais j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup de monde. Déjà mes proches qui m'ont encouragée, mes amis. Et j'ai aussi des artisans, et une en particulier que vous avez citée tout à l'heure, Bijoux pour vous. Bijoux pour vous, oui. Qui m'a aidée, qui m'a encouragée au maximum, qui n'arrête pas en fait de m'encourager, de m'aider, de m'orienter. Et c'est vrai que cette chance d'avoir un artisan qui est déjà passé par toutes ces difficultés en fait à ses débuts m'a permis de me projeter assez vite en fait. Voilà. Donc, vous avez été soutenu et accompagné. Exactement. Qu'est-ce que ça vous fait, vous deux, de participer à cette exposition après le confinement? Après, bon, c'est pas encore fini, hein, je dis bien après le confinement qu'on a eu pendant quand même un temps très important. Là, il y a un retour, un semblant de vie, entre guillemets, normal, avec nos masques, avec nos gels hydroalcooliques, en respectant la distanciation. Ça vous fait quoi de retrouver cette ambiance? Franchement, ça fait du bien. Parce que rester cloîtré chez soi tout le temps, ça joue beaucoup sur le moral. Donc le fait de voir du monde, d'avoir un contact en fait, physique avec les gens, ça donne un boost en fait, ça nous pousse à avancer. Personnellement, l'exposition, je ne m'y attendais pas, donc je l'ai préparée en 1 semaine. Et j'étais très contente en fait de découvrir des artisans. Et vous voyez le travail de Madame Laouni, par exemple, vous qui avez l'habitude de venir à des expositions. Ça fait presque une vingtaine d'années que vous êtes dans le monde de l'exposition. J'imagine que quand vous venez ou quand il y a des expositions qui se font, il y a énormément d'échanges avec les artisanes, les artisans. Bien sûr. Moi, mes retrouvailles avec mes amis artisans et artisans aussi, vraiment, ça me rapporte beaucoup de bonheur. Et même, il y a un échange d'idées, un échange... Parce que
tous on fait la création. Des fois, moi, quand je vois un tableau d'une amie, tout ça, ça me donne l'idée de faire, comment dire, de faire un modèle, ma création sur mes modèles, sur mes robes. Et vous pouvez les conseiller, comme elles peuvent vous conseiller aussi. Bien sûr. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr, on se conseille, on se change les idées, on cherche toujours à mieux faire dans l'avenir, on cherche d'autres solutions. Très bien, écoutez, c'est formidable. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci. Vous êtes au niveau de Zeralda, l'hôtel Mazafran, jusqu'à demain. Jusqu'à demain. D'accord, vous finissez demain soir? Demain soir. Ah, très bien. Eh bien, écoutez, pour toutes les passionnées du monde de l'artisanat, n'hésitez pas. Donc, une destination aussi, Zeralda, Mazafran, pour aller encourager toutes ces femmes, toutes ces belles personnes qui sont aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que aussi c'est un travail et elles vivent aussi de cela. On finit notre émission en vous disant Thala Ouna fil Jazair et à dimanche prochain. Merci.